Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information, mais avant tout, le sommaire. Au Grand Palais éphémère, sur les Champs de Mars à Paris, Félix Tshisekedi a participé au sommet sur le financement des économies africaines pendant la période de la Covid-19, aux côtés de 22 chefs d'État du continent et des personnalités du monde des finances internationales. Paris, capitale française, accueille ce mardi 18 mai plus de 23 chefs d'État et des gouvernements, de hauts représentants européens et des organisations des finances internationales. Il sera question du financement des économies africaines en difficulté pour raison de la Covid-19. Il sera question également de pomper les économies africaines à la hauteur de 400 milliards de dollars américains. Ce mardi, au palais éphémère dans le Champ de Mars, les États africains vont tant soit peu tenter de réduire leur déficit économique et retrouver la croissance. Suivez plutôt un extrait de l'intervention du président Félix Tshisekedi. Merci. Ceci est une opportunité, une grande opportunité pour l'Afrique. Nous remercions infiniment notre cher frère et ami Emmanuel Macron pour nous donner cette possibilité de venir voir dans quelle mesure on peut lever des fonds pour l'Afrique, sauver l'Afrique, qui a été frappée très durement par cette pandémie, qui a laissé nos économies exsangues, car nous avions dû consacrer tous les moyens que nous avions, les peu de moyens que nous avions, à combattre, à nous protéger contre la maladie. Aujourd'hui, il est question de voir dans quelle mesure nous pouvons relancer nos économies. Et il y a cette proposition des droits de tirage spéciaux que nous apprécions énormément, mais qui risquerait malheureusement d'être insuffisante. Donc nous allons voir dans quelle mesure nous pouvons augmenter, obtenir l'augmentation de ces droits de tirage spéciaux pour l'Afrique. Hier, au dîner nous offert par Emmanuel Macron, nous avons visé le cap des 100 milliards. Ce sera déjà ça, ce ne sera pas encore l'objectif poursuivi, mais c'est déjà ça. Ensuite, nous devrions voir aussi au niveau de l'Afrique comment nous pourrions, à notre niveau, au niveau des communautés économiques régionales, proposer une sorte de filet de protection financier qui pourrait nous aider à pouvoir faire face aux crises de ce genre, parce que vous avez vu, l'Europe a su très vite renflouer les moyens pour relancer et protéger ses entreprises, relancer son économie, tandis que chez nous, ça a beaucoup balbutié parce que nous ne sommes pas préparés à ce genre d'imprévu. Donc nous verrons ensemble comment est-ce que nous pouvons revoir le paradigme, aller dans le sens du New Deal proposé par le président français pour permettre à l'Afrique de pouvoir faire face. Nous avons un grand besoin en infrastructure, par exemple. Comment est-ce que nous pourrions attirer les moyens, les investissements dans ce domaine et pouvoir ainsi relancer l'Afrique? Le sommet de Paris sur le financement des économies africaines qui s'est ouvert aujourd'hui à Paris va permettre aux dirigeants africains de réfléchir sur leurs économies pendant cette période de la Covid-19. Les enjeux de ce sommet avec nos confrères de la presse présidentielle.
Le sommet de Paris sur le financement des économies africaines qui s'ouvre ce 18 mai est l'occasion pour les dirigeants africains de réfléchir sur les moyens de relancer leurs économies entrées en récession du fait de la pandémie de Covid-19. Initiateur de cette rencontre de haut niveau, le président Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron étaient ce lundi soir au perron du palais de l'Élysée pour accueillir au total 23 chefs d'État, des chefs de gouvernement et des hauts représentants européens, ainsi que des organisations internationales. Ce fut un moment de retrouvailles pour le président français et certains de ses homologues après plus d'une année de restrictions des rencontres en présentiel à cause de la pandémie de Covid-19. Le président de la République démocratique du Congo et son épouse ont été chaleureusement salués par les couples présidentiels de France. C'est au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo que revient la charge de mener les plaidoyers en faveur des économies africaines, durement frappées par les effets de la pandémie de Covid-19. L'Afrique, qui pensait tirer jusqu'ici l'épingle du jeu sur le plan sanitaire, a vu son économie s'effondrer brutalement, forçant ses industries à l'arrêt. Selon les spécialistes, les besoins financiers pour l'Afrique s'élèvent aujourd'hui à quelques 400 milliards de dollars américains. Ce mardi, au Grand Palais éphémère érigé sur l'esplanade de Champ de Mars à Paris, s'ouvrira un sommet important pour l'avenir de l'Afrique. Préoccupés par la récession de leurs économies dépendantes des échanges extérieurs, les chefs d'État africains espèrent obtenir un nouveau coup de souffle à travers un New Deal. L'objectif étant de renflouer les économies asphyxiées par le manque de financement. Et la veille du sommet de Paris sur le financement des économies en Afrique, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, et celui de l'Union africaine, a échangé avec plusieurs personnalités du monde politique, des affaires et des finances internationales. Suivez. La veille du sommet de Paris, le président d'exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a voulu enrichir les cahiers des charges du continent avant d'entamer les réflexions sur les possibilités d'une espèce de plan Marshall pour l'Afrique. Au-delà de cette question, la rencontre avec le président Paul Kagame a aussi porté sur les questions bilatérales. Le président du Rwanda a dit soutenir les mesures prises pour lutter contre l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. President Tshisekedi, the African Union chairperson. Le président Tshisekedi, en tant que président de l'Union africaine et président d'un pays voisin, Rwanda, on a beaucoup de choses à discuter ensemble, entre autres les relations bilatérales et les problèmes qui se passent en Afrique. Pour renforcer la sécurité à l'est de la RDC, parce que cette région est frontalière avec la région du Rwanda. Avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa, il a aussi été question du fonctionnement des organes de l'Union africaine. Le chef de l'État lui a aussi présenté les candidats de la République démocratique du Congo au poste de secrétaire général de la SADC, M. Faustin Luanga. Le président tunisien est lui aussi venu apporter sa part de contribution dans les échanges du sommet de Paris. Reçue en premier dans la matinée, la directrice générale du Fonds monétaire international s'est montrée optimiste quant à l'issue des discussions entamées autour d'un appui financier à apporter à la République démocratique du Congo. Nous avons eu une très bonne discussion avec le président. Le programme a avancé très bien. L'objectif est de supporter le développement d'économie et de support pour l'éducation et l'infrastructure pour le pays. Nous avons discuté les problèmes de gouvernance, la lutte contre la corruption et la nécessité d'augmenter la collection d'argent, la taxe, les revenus. Et nous avons discuté l'opportunité pour le pays de recevoir une augmentation de réserves
le Fonds mondial international, FMI, le Fonds monétaire international, oui, a décidé de créer une injection de réserve pour le Congo. C'est une grande addition de 1 milliard de dollars. 1 billion dollars. 1.5 billion dollars. 1,5 million de dollars, 1,5 milliard de dollars pour la République démocratique pour la République démocratique du Congo. Malgré la construction des immeubles à foison, l'économie de la province de l'Ituri est au ralenti. La population s'est dit satisfaite de la prise du pouvoir par un gouverneur militaire et appelle le groupe armé à la paix. José Moussagan. On se croirait dans un quartier huppé de la commune de la Gombe ou à ma campagne dans la ville de Kinshasa. Mais non, nous sommes à Bunia, province de l'Ituri, que d'aucuns qualifient de l'intérieur du pays. Ici, les immeubles poussent comme des champignons chaque jour qui passe. Les poches d'insécurité ne sont pas un obstacle pour ces Ituriens qui croient en l'avenir de leur province à travers la restauration de la paix et de l'autorité de l'État. Des fêtes d'anniversaire, des mariages et d'autres réceptions y sont organisées. Cette population est désormais rassurée depuis l'avènement des gouverneurs militaires qui intensifient les opérations de traque des groupes armés sur le terrain. Quand il y a l'insécurité, il n'y a personne qui est motivé à faire plus parce qu'il est en train de penser que plus tard, quand il va le faire, tout cela sera détruit. Ces immeubles de 2, 3, voire 4 niveaux ont pour la plupart été construits en temps de paix. Note ces notables du coin qui déplorent cependant les ralentissements de l'activité économique en cette période. J'appelle les Ituriens d'être derrière nos forces loyalistes, les FARDC, et de soutenir l'idée du chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshilombo. Avec l'état de siège, nous espérons la paix d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois. Même après 6 mois, nous aurons toujours la paix. D'où cet appel des opérateurs économiques de l'Ituri en direction des fils égarés à déposer les armes et à revenir à la raison. Nous invitons le groupe armé d'abandonner cette sale besogne. Venez faire le commerce, ou vous faire enseignant, ou encore entrer dans l'armée par la grande porte. Les boulevards de Libération qui traversent tous les centres-villes jusqu'à l'aéroport de Bunia a été recouvert de sa couche d'asphalte au grand bonheur des usagers de la route. D'autres avenues attendent une opération similaire pour lutter contre la poussière qui s'y dégage, source de beaucoup de maladies. Le prévenu Papi Ali Babou poursuivi avec les autres pour association de malfaiteurs et vol à main armée va rester en détention jusqu'à la clôture de l'instruction de la cause devant la haute cour militaire. C'est l'essentiel de l'avant-dire droit de cette juridiction militaire rendue la semaine dernière. La haute cour a déclaré la requête de mise en liberté provisoire du dit prévenu recevable mais non fondée et l'a rejetée. Suivez. Cette audience de la haute cour militaire qui juge les commissaires supérieurs adjoints Vangou, Pakadia, Lelo et consorts, prévenus d'associations des malfaiteurs et vol à main armée, a été consacrée au prononcé de l'arrêt avant dire droit, relatif à la requête de mise en liberté provisoire déposée au greffe de cette haute juridiction militaire en date du 9 avril 2021 par le conseil du prévenu Chabo Aloubabo Papi. À l'audience précédente, celle du 11 mai 2021, le conseil du prévenu avait articulé à l'appui de cette requête certains moyens pour motiver sa demande. Pour ses avocats de la défense, leur client Papi Chabo est un cadre au sein de la société Total RDC à Kinshasa Gombe. Il est père de famille, il a une résidence connue dans la ville de Kinshasa, au numéro 34 de l'avenue Ceinture Verte, quartier Brikine dans la commune d'Ngalema. Sa fuite n'est pas à craindre car, ne se reprochant rien dans cette affaire, avait soutenu la défense. Dans son avis défavorable, le ministère public a fait savoir à la haute cour militaire que l'instruction préparatoire avait relevé que les indices sérieux de culpabilité pèsent sur le prévenu Papi Chabo dans la commission des faits et qui par ailleurs s'était retrouvé sur les lieux du crime. Les faits infractionnels lui reprochés sont graves car, ayant porté atteinte à la sécurité publique, a soutenu l'organe accusateur. Statuant avant dire droit, après délibération des votes à la majorité des voix de ses membres, le ministère public entendu, vu la constitution de la République démocratique du Congo, vu le code judiciaire militaire et le code pénal ordinaire à leur disposition pertinente, la haute cour militaire
a déclaré reçu la requête en liberté provisoire introduite par le prévenu Papi Chabot, mais l'a dite non fondée et en conséquence l'a rejetée. Vous savez qu'il est agréable de découvrir l'histoire en images et à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des musées, Esther Badi-Biebia nous emmène en évasion au Musée national. Suivez. Des statues sacrées comme des fétiches, des instruments traditionnels, bref, toutes les œuvres d'art qui renvoient à l'africanité, mieux à la tradition congolaise, issue des différentes ethnies et tribus. Voilà qui fait la beauté de ce musée national qui, du reste, devrait être fréquenté et dont le contenu est nécessaire pour le programme scolaire afin de permettre aux enfants de mieux comprendre et maîtriser l'histoire de la République démocratique du Congo. Il y a plusieurs raisons qui feraient que quelqu'un puisse venir au musée. Chacun de nous sait le pourquoi il vient au musée. Certains viennent pour des raisons d'apprentissage, d'autres viennent pour des raisons d'éducation, d'autres viennent pour des raisons de recherche, d'autres aussi pour des raisons de plaisir. Par exemple, on va vous donner un petit exemple de rien du tout, il n'y a pas très longtemps, le service éducatif organise pas seulement des visites guidées telles que les amis sont là à côté d'un guide, mais peuvent organiser des ateliers pédagogiques. D'ailleurs, il y a toujours un mariage entre le musée et l'école. Notre public cible, c'est d'abord l'école. Pourquoi l'école? Ce jeune enfant qui est là doit d'abord connaître ses patrimoines. Quand il les connaît, il va bien le respecter et les valoriser aussi. La plupart d'œuvres d'art sont retenues au musée des Tervuren en Belgique. Depuis la nuit des temps, la République démocratique du Congo voudrait que ces œuvres lui soient restituées, même s'il se posera un problème d'entretien et de conservation. Toutefois, c'est une autre paire de manches. À présent, mesdames et messieurs, place à l'actualité vue par les autres. L'actualité, c'est cette grande question de l'état de siège dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Par rapport à ce sommet, madame, d'abord je loue l'initiative que les dirigeants africains se retrouvent à Paris pour un sommet sur les économies africaines. C'est louable. Parce que déjà, depuis toujours, on tirait la sonnette d'alarme lorsque les pays occidentaux, notamment les Européens et les Américains, pensaient déjà à la relance de leurs économies au lendemain du coronavirus. Nous ici en République démocratique du Congo en particulier, en Afrique en général, je ne sais pas si on plongeait, je ne sais dans quel bourbier. Mais qu'aujourd'hui, on revienne à la raison, au bon sens, pour aller réfléchir sur la survie de nos économies africaines, c'est une bonne chose. Nous devons avoir des experts qui pensent dans le bon sens pour la relance de l'économie africaine. Je salue aussi cette bonne nouvelle venant du Fonds monétaire international, aujourd'hui de s'accorder avec le gouvernement congolais, de nous octroyer dans le cadre d'appui budgétaire 1,5 milliard de dollars américains. Mais c'est conditionné. C'est là où je dois interpeller les gouvernants congolais, c'est là où je dois interpeller les autorités congolaises. Parce qu'on dit à condition que nous ayons la bonne gouvernance, à condition qu'il y ait traçabilité dans la mobilisation des recettes. Et lorsqu'on parle de la traçabilité, c'est-à-dire qu'il y ait transparence. Ouvrons à présent la page sportive. Les dirigeants sportifs de la structure de soutien aux léopards ont, lors d'une conférence de presse tenue lundi 17 mai à Kinshasa, appelé le gouvernement congolais à entamer les travaux de réhabilitation du stade de Martyrs en vue de préparer les échéances du mois de septembre qui verront l'équipe nationale congolaise arborer les 2 premières rencontres des éliminatoires de la Coupe mondiale Qatar 2022. Patrick Borel, Papi Katassi et Rigo Moulopo. Les dirigeants sportifs et structures de soutien aux léopards se sont réunis ce lundi 17 mai 2021 pour réfléchir sur la problématique de la non-rétention du stade des Martyrs par la CAF pour abriter les matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les dirigeants sportifs et structures de soutien aux léopards commencent par saluer l'instauration de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri
et du Nord Kivu par son Excellence Monsieur le Président de la République et soutiennent le FRDC pour la réussite totale de cette décision salutaire pour le pays. Les dirigeants sportifs et structures de soutien au Léopard remercient son Excellence Monsieur le Président de la République pour le choix porté sur l'un des nôtres, son Excellence Serge Nkondé, en qualité de ministre en charge des sports et loisirs. Les dirigeants sportifs et structures du soutien au Léopard demandent néanmoins au gouvernement de la République de tout mettre en œuvre pour que les moyens nécessaires soient débloqués aux fins de la réalisation rapide des travaux de rénovation du Stade des Martyrs pour permettre au Léopard de se produire ici à Kinshasa au mois de septembre prochain. Les dirigeants sportifs et structures de soutien au Léopard ont appris avec satisfaction l'élection de notre compatriote Gaël Kakuta comme meilleur joueur africain de la Ligue 1 française. Patrick Borel revient pour nous dire que le milieu offensif de Léopard de la République démocratique du Congo et joueur du Racing Club de Lens Club de première division française, Gaël Kakuta Mambenga, a remporté le prix Marc-Viviane Foé Gaël et est le premier Lancais et Congolais sacré. Suivez. Gaël Roméo Kakuta Mambenga fêtera ses 30 ans le 21 juin prochain. Mais le milieu offensif va recevoir un peu par avance un cadeau d'anniversaire, les prix Marc-Viviane Foé 2021. Il a en effet été élu meilleur joueur africain du championnat de France de football Ligue 1, sous les couleurs du Racing Club de Lens. Un club formateur au sein duquel il est revenu en juillet 2020 après avoir évolué dans 5 autres championnats, Angleterre, Pays-Bas, Italie, Espagne, Chine et 11 autres équipes depuis son départ en 2007. Ces trophées récompensent les excellentes prestations de Gaël Kakuta, auteur de 11 buts et 5 passes décisives en 34 rencontres de Ligue 1. Mais aussi la belle saison des Lens qui était encore en deuxième division en 2020. Gaël Roméo Kakuta succède ainsi à 2 joueurs du LOSC, voisins et rivales. Nicolas Pepe, aujourd'hui chez le Guinness d'Arsenal en 2019, et Victor Osimhen qui évolue actuellement à Naples en 2020. C'est lui qui est né à Lille, mais qui se sent profondément lensois et d'ailleurs le premier artésien à recevoir ces distinctions qui portent le nom d'une ancienne icône locale, Marc-Viviane Foé. Le milieu de terrain camerounais, brutalement décédé le 26 juin 2003 à Lyon, avait été champion de France avec les 100 et or en 1998. Ces sacres eux-mêmes doublement particuliers, puisque Gaël Kakuta Roméo Mambenga est également le premier Congolais lauréat de ces prix créés en 2009 par Radio France Internationale RFI et remis avec France 24 depuis 2011. Une victoire d'autant plus symbolique que l'intéressé a longtemps été considéré comme un grand espoir du football français avant de rejoindre les Léopards en 2017. Au classement, les milieux offensifs dévancent les attaquants Andy Delors de Montpellier, c'est un Algérien, et Timo Kadewere, Olympique Lyonnais, un Zimbabwéen. Il est le premier joueur de Lens et de l'équipe nationale de l'Air de Congo à remporter les prix Marc-Viviane Foé. Le cadre technique et les athlètes des équipes nationales de la République démocratique du Congo vont bénéficier d'un séminaire international de Jiu-Jitsu et Self-Défense du mardi 18 au 19 mai 2021. Une forte délégation de la Confédération africaine de Jiu-Jitsu et Self-Défense est arrivée le mardi 18 mai 2021 par le Beach Ngobila. Le comité de la Fédération congolaise de Jiu-Jitsu et Self-Défense a réservé un accueil digne à l'expert mondial les Gabonais, le grand maître Alain Djengui Iwangu, qui donne la raison de son déplacement pour la République démocratique du Congo. Moi, je dis aux athlètes congolais d'être très nombreux au stage que nous allons animer demain pour encourager l'équipe nationale du Congo, pour encourager la Fédération congolaise, pour encourager les élites congolais qui ont commencé ce sport avant nous et ensemble être unis pour former une seule équipe pour l'Afrique dont on sera au championnat du monde incessamment. Pour lui, la formation passe en premier lieu pour booster cette discipline. Les athlètes congolais, que ce soit Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, ont un niveau d'expérience assez... Ça veut dire que ça dépasse même le mot de l'entendement. Voilà pourquoi ces deux pays feront avec moi la force de l'Afrique. Un motif de joie et de fierté pour les fédérations de Jiu-Jitsu de dérive. Je suis très satisfait parce que tout d'abord je remercie les autorités de notre pays qui a fait en sorte que notre expert est venu, il n'y avait pas de tracasserie. Un message au niveau des pratiquants de Jiu-Jitsu qu'ils puissent venir demain massivement afin que nous pouvions
pratiquer le style. Je suis très satisfait, la satisfaction est pour tout le Congo-Brazzaville en entier. Et vous savez, j'ai une lourde mission en tant que secrétaire général chargé de l'administration, donc c'est la croix de transmission. A noter que le séminaire international, le Jiu-Jitsu des cadres techniques et les athlètes d'équipe nationale est prévu du 18 et 19 mai 2021 dans la capitale Kinshasa. Mesdames et messieurs, à présent, l'actualité africaine en condensé avec nos confrères de la VOA. Au Burkina Faso, au moins 9 personnes, dont 3 civils enrôlés dans la lutte anti-djihadiste, ont été tuées dimanche lors d'une attaque terroriste dans la commune de Pisila dans le nord. L'attaque a eu lieu aux environs de 9 h, au moment où les hommes du village et des volontaires tenaient une rencontre de concertation sur la situation sécuritaire dans leur localité. 12 civils ont été tués dimanche dans la région pétrolifère d'Abyé, revendiquée par le Soudan et le Soudan du Sud. Les autorités sud-soudanaises ont affirmé qu'il s'agit d'un massacre commis par des bergers nomades soudanais. Avec du retard et une troisième vague imminente de Covid-19, l'Afrique du Sud a lancé sa campagne de vaccination à grande échelle aujourd'hui, visant en priorité les plus de 60 ans et les personnes à risque. On compte plus d'1,6 million de contaminations dans le pays, dont 55 210 décès. 30 personnes ont été condamnées à mort en République démocratique du Congo, RDC, pour leur participation aux violences contre la police et ont marqué jeudi la fin du Ramadan à Kinshasa. Le verdict a été prononcé au petit matin samedi dans le procès en flagrance tenu depuis vendredi. Mesdames et messieurs, Patrick Poulidor Ngazami a parcouru pour vous les titres présentés dans les parutions de ce mardi 18 mai 2021 et revient notamment sur les échanges du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, avec son homologue rwandais Paul Kagame en marge du sommet de Paris, ainsi que sur la promesse d'un soutien financier du FMI s'élevant à 1,5 milliard de dollars américains. Suivez plutôt cette revue de presse pour vous en faire une idée claire. Les projecteurs de l'actualité sont tournés vers Paris, où se tient ce mardi 18 mai 2021 le sommet international sur le financement des économies africaines. Sommet auquel prend part le président de la République Félix Tshisekedi et sur laquelle revient le journal L'Avenir dans sa parution de ce jour. Et dans le cadre des échanges qu'il a initiés avec ses homologues afin de mieux préparer le plaidoyer de l'Union africaine au 10 sommet, rapporte le quotidien, le chef de l'État congolais, en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, a eu un tête-à-tête avec le président rwandais Paul Kagame. Un tête-à-tête que le journal qualifie de décisif, étant donné que la question de l'état de siège décrété pour les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu a été évoquée. À propos, fait d'ailleurs savoir L'Avenir, Paul Kagame, qui a été interrogé, a dit soutenir toutes les initiatives visant le retour de la paix en RDC, promettant d'être aux côtés de la RDC pour toutes les initiatives mises en place pour renforcer la sécurité dans l'est de son territoire frontalier du Rwanda. Au sujet toujours de l'état de siège, la prospérité fait état du lancement par le Premier ministre Samalou Kondé de la campagne Bendele Ekoyate, une campagne qui vise à sensibiliser les Congolais à soutenir les hommes en uniforme en vue de la matérialisation des promesses dites dans l'hymne national. L'actualité, c'est aussi l'obtention par Félix Tshisekedi d'un soutien financier du FMI de l'ordre de 1,5 milliard de dollars dont parle la trompette. C'est ce qui ressort de l'entretien que le chef de l'État a eu avec la directrice de cette institution de Bretton Woods en marge du sommet sur le financement des économies africaines. La tempête de tropique parle plutôt d'une promesse de la directrice du FMI, Kristalina Georgieva, à Félix Tshisekedi. Il s'agit d'un engagement du FMI pour apporter un soutien financier dans le cadre de son programme triennal et qui prévoit aussi une autre enveloppe supplémentaire dans le cadre de la nouvelle allocation de droits de tirage spéciaux en discussion au G20. Enfin, l'étau se resserre contre Kinki Mulumba, lit-on à la une de Le Journal. La vente aux enchères de sa résidence de Binza Upen est désormais irréductible avec la décision de justice prise par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, siégeant en matière civile au premier degré à son audience publique du 10 mai 2021 dans l'affaire qui l'oppose au FPI. Bonsoir.
Mesdames et messieurs, cette session d'information est à présent terminée, mais avant de la clore complètement, le rappel de titre. Au Grand Palais éphémère, sur les Champs de Mars à Paris, Félix Tshisekedi a participé au sommet sur le financement des économies africaines pendant la période de la Covid-19, aux côtés de 22 chefs d'État du continent et des personnalités du monde des finances internationales. Ainsi, nous bouclons ce journal. Si vous l'avez aimé, dites merci à toute l'équipe de rédaction de votre chaîne. Vous retrouverez à 7h30 Eric Izami pour le bulletin d'information. Quant à moi, je vous retrouve demain à 19h.